Alors on est parti. Alors tout d'abord, qui je suis moi pour oser aborder cette thématique-là avec vous aujourd'hui? Tout simplement, je suis tombé, alors, pas dans la marmite, mais dans les questions financières quand j'avais l'âge de 5 ans, avec une question toute bête que j'avais posée à l'époque à ma mère sur l'achat d'un vélo. Elle m'avait dit: si tu veux un vélo, va demander à ton grand-père, il est riche. Bon, premier contact un peu brutal avec le monde de l'argent. J'ai vite me suis rendu compte que ça pouvait être un sujet tabou potentiellement dans ma famille, dans mon environnement, ce qui est heureusement pas le cas de tout le monde, avec des visions assez controversées au sein d'une même famille. C'est pour ceux qui ont lu le livre Père riche, Père pauvre. Là, j'ai envie de vous faire le parallèle avec grand-père riche, grand-père pauvre. J'ai globalement, pour faire à peu près simple, voilà, un grand-père qui est artisan, commerçant, qui a simplement un certificat d'études et qui fait, qui petit à se forme et puis investit et puis place son argent et va aux cours dispensés par la banque à l'époque. Et moi, je l'observe du haut de mes peut-être 10 ans et ça m'interpelle. Et je m'intéresse vraiment toujours à ce sujet-là, d'autant qu'il semble être un peu tabou dans la famille. Et malheureusement, mon grand-père décède un peu trop tôt pour qu'il puisse me transmettre tout ce qu'il aurait eu à me transmettre. Donc tout ce qui reste finalement, c'est une grand-mère qui essaie de me redonner quelques conseils qu'elle a vus elle-même et que son mari lui avait donnés, et qui sont ni plus ni moins que du bon sens paysan. Comme par exemple, écoute, l'immobilier c'est bien parce que ça permet de percevoir les intérêts sans toucher à son capital. Ça, c'est ce que disait ma grand-mère avec son certificat d'études, elle aussi. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'étais un peu frustré, j'ai voulu en savoir plus. Et par exemple, je vois que le sujet est tabou parce que dans ma famille très proche, ils achètent dans les années 90, 80, 80, 80 même, fin 80, un appartement sur Paris, 500 000 francs à l'époque, et qu'ils le revendent 1 200 000 francs à peine 4 5 ans plus tard, et qu'on me dit tais-toi, n'en parle à personne, en parle pas au moment où il devait acheter cet appartement à ton copain les parents d'un copain qui était aussi sur le coup. Je comprends que c'est un sujet tabou. Bref, toute ma vie, je cherche à comprendre un peu comment tout cela fonctionne. J'en fais même en partie mon métier d'ailleurs aujourd'hui. J'en suis même formateur sur le sujet. Et du coup, je réalise quelques bons coups un peu tout seul dans mon coin. Une plus-value immobilière à 100 000 euros à un endroit en créant de la surface habitable, mais en mettant vraiment beaucoup d'heures de travail personnel. Et puis après, je me dis, j'ai envie de faire pareil, mais en mettant moins de temps. Donc j'arrive à faire un autre coup en 2018, où là, je fais que 40 000 euros, mais sans même mettre un coup de peinture et en plus sur un logement neuf. Et puis fin 2021, pour parler un peu plus près, là, pour le coup, j'en ai marre de voir les plus-values passer sur certains investissements et placements que j'ai faits, financiers. Et donc là, je décide, fin 2021, à l'arrière d'une voiture, alors que je suis passager, d'arbitrer ce qu'on appelle mes plus-values. Et j'arbitre l'équivalent de 21 000 euros de plus-value. Et j'ai bien fait, puisqu'en 2022, le château s'écroule, on a la guerre en Ukraine, on a plein de choses, et on a plein d'investissements financiers qui se retrouvent en moins-value. Du coup, aujourd'hui, vous avez compris la thématique du jour, c'est ça, comment et quelle est notre mission à nous? C'est vraiment d'aider des gens comme vous, des épargnants, à augmenter leurs revenus pour gagner en sérénité, c'est vraiment ça l'objectif, et pouvoir se consacrer à ce qui a le plus de valeur à nos yeux. C'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est pour pouvoir faire fructifier cet argent, et puis quelque part, pas avoir à échanger du temps en échange, de pouvoir se concentrer à des choses plus intéressantes comme notre famille, du sport, j'en sais rien. À vous de trouver. Alors, on va voir aujourd'hui quels sont les pièges les plus courants qu'on peut commettre en tant qu'épargnant investisseur, que vous allez pouvoir vous amuser après à détecter et vous déjouer et à déjouer dans la vie tous les jours. On va également aller regarder les 3 principaux facteurs psychologiques qui guident nos mauvaises décisions et qui n'auront plus jamais d'emprise sur vous, en tout cas je l'espère. Et puis enfin, on va aller regarder cette technique relativement simple qui vont nous aider à reprendre le contrôle de notre cerveau dit logique. C'est qu'on a 3 cerveaux et le dernier qui parle, le dernier qui a le pouvoir, en fait, c'est notre fameux cerveau logique. Et puis vous allez pouvoir les appliquer ou en tout cas vous conforter dans la façon de les appliquer. Et pour ceux qui seront avec nous jusqu'au bout et qui se seront inscrits en tout cas, vous aurez un lien pour réaliser votre propre profil psychologique d'épargnant et d'investisseur. Mettez-moi un petit mot encore une fois dans le chat, si tout est OK pour vous, si vous m'entendez bien, si le son il est OK, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi me poser des questions. Je dirais tout au long de cet échange. Vous pourrez me les poser sur le chat, mais notamment, je ferai surtout une session de questions personnalisées à la fin pour ceux qui ont possibilité de poser des questions sans trahir leur propre cas, s'ils le souhaitent. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous gratuit et confidentiel. Alors aujourd'hui, ça sera que avec moi, parce que je serai le seul consultant pour le coup à ouvrir mon agenda là-dessus. Et ça vous aidera à connaître notamment des leviers pour implémenter
tout ce qu'il faut dans votre situation et prendre des bonnes décisions financières. Vous avez d'ailleurs déjà le lien dans la fenêtre de conversation tout en haut, on l'a épinglé tout en haut du chat, donc vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur un grand pavé comme ça où vous pouvez choisir vos dates d'échange avec moi, un échange de entre 30 et 90 minutes, à un moment donné, suivant ce qu'on va réussir à se dire et jusqu'où on va aller. Et puis c'est parti. Je vous laisse aller tranquillement, soit découvrir la conférence, et pour les plus engagés, ceux qui sont déjà motivés ou qui me connaîtraient déjà, vous pouvez déjà les cliquer pour prendre votre rendez-vous. Alors, le premier piège, le plus courant que commettent la majorité des épargnants, des investisseurs, le premier piège, c'est rien faire. Parce qu'on a toujours une bonne raison de ne rien faire. D'abord parce que c'est pas le bon moment, hein, tout simplement, voilà ce qu'on peut se dire. C'est pas le bon moment, j'y comprends rien, c'est vrai, ça peut être complexe, et puis j'ai pas confiance aussi. Et là, par exemple, merci pour monsieur ou madame Keno, là, qui m'a répondu. Je suis d'accord avec vous. Et puis d'ailleurs, si on prend la période actuelle, il y a de bonnes raisons de ne pas avoir confiance. Il y a un nouveau conflit là qui vient d'éclater ou rééclater dans le monde. Donc ça, c'est pas top. Autre élément, pour illustrer ça d'ailleurs, sur le piège de ne rien faire, eh bien, je vous ai pris par exemple ce premier exemple. Vous voyez, c'est un graphique qui retrace différents placements financiers de 1988 à 2018. Il suffit, on serait en 2008, on pourrait se dire aujourd'hui, et effectivement, c'est pas le bon moment. Et bien pourtant, en 2008, je dirais même pratiquement quel que soit le moment de l'année où on serait rentré sur le marché, et ben on s'aperçoit que 18 mois après, on est revenu à plus 40% par rapport au point le plus bas. 6 ans après, on revient à 176% par rapport au point le plus bas, et 10 ans après, on est à plus 270%. Donc ça veut dire que si on avait eu une bonne gestion de nos émotions, potentiellement, eh ben, on aurait réussi à passer ces caps-là et peut-être pas prendre de mauvaises décisions ou des décisions intempestives. Alors vous me direz, c'est un peu loin. Donc justement, je vous parle d'une période un petit peu plus récente pour nous. Vous avez la période 92-2022, et notamment 2022, où avec 2022, à partir de fin 2021 et 2022, ça ne cesse de baisser. Donc on peut se dire on est encore sur des choses qui baissent. L'histoire se répète au final. Donc au final, je vous laisse vous faire votre propre moralité par rapport au sujet. Vous voyez bien que si on arrive à tenir bon, si on arrive à être maître de nos émotions, si on a un peu de recul et de la connaissance, au final, on peut quand même rester solide sur nos appuis et avancer et pas prendre de mauvaises décisions sous l'impulsion d'émotions intempestives. Autre élément, vous retrouvez alors un cas que j'ai appelé le cas Julien. Donc c'est un cas réel. C'est que le prénom de quelqu'un qu'on a accompagné, qu'on accompagne toujours d'ailleurs. Piège numéro 2, je dis piège numéro 1, c'était ne rien faire. Piège numéro 2, l'appât du gain. Est-ce que c'est l'appât du gain? J'en sais rien. Julien, il nous rejoint en juillet 2016, il place 20 000 euros très simplement. Il se dit dynamique dans son profil, c'est-à-dire qu'il accepte qu'il y ait des variations assez importantes de son épargne. Il n'a pas peur, il sait qu'il est sur du 10 ans, entre guillemets, d'horizon de placement. Il met 20 000 euros, il n'en a pas besoin pour sa vie. Clairement, ça ne change pas sa vie. On le rencontre en septembre 2019, un peu plus de 3 ans après. Pour ceux qui ne se rappellent pas, je tiens à vous dire que 2018 a été une année très mauvaise sur les marchés financiers. Et donc, malgré tout, il est en plus-value. Et en rentabilité annualisée, on a plus 4, un peu plus de 4% de rentabilité. Et je lui propose d'arbitrer sa plus-value. C'est d'ailleurs un des premiers à qui je le propose, parce qu'il émet de la rentabilité. Donc je dis, Julien, il faut que vous mettiez les 2604 euros de plus-value de côté, sachant que la plus-value, en fait, elle est même en réalité un petit peu plus importante, puisqu'il y avait eu des droits administratifs sur la mise en place de ce dossier. Et il me dit non. Il me dit pas exactement ça, mais il me dit non. Ça, c'est ce qu'il me dit. Et intérieurement, comme il me dit après, non, on laisse comme ça. Je comprends en fait que tant que je gagne, je joue. Je dis bon, je l'écoute. Alors, il a eu raison en janvier 2021, parce que ça continue de grimper. Janvier 2022, ça a continué de grimper. Sauf qu'en janvier 2023, ça se casse la figure. Septembre 2023 aussi. Au final, je vous passe tous les calculs que j'ai fait pour réussir à finalement ce que ça lui a coûté, cette décision qu'il a prise. Ça lui a coûté 1,5% de rendement par an, annualisé depuis le début de son investissement, et 2105 euros. Ce n'est pas la fin du monde, mais juste pour dire que on pourrait avoir 2000 euros de plus. Et ça, c'est des réflexions qu'on peut garder justement par rapport à ce qui se passe en ce moment. Autre élément, et là je remercie Franck qui est encore avec nous, parce qu'on en a reparlé hier, et sans le savoir, du coup il m'a aidé à alimenter le deuxième carré. Alors deuxième carré, je ne sais pas si parmi nous il y a des spécialistes, il y en a qui sont moins spécialistes, etc. Je suis désolé, c'est un graphique, il faut le regarder comme tel. Il ne vous aura pas échappé que les marchés immobiliers ont été fortement chahutés depuis le début de l'année, qu'il y a des corrections, il se passe plein de trucs sur le marché de l'immobilier. Ça coûte beaucoup plus cher d'emprunter, on a moins de facilité à obtenir des emprunts, bref.
Et donc, vous le trouvez directement par rapport au prix de l'immobilier résidentiel. Mais lorsqu'on investit en immobilier au travers de SCI, SCPI, ce qu'on pourrait appeler de l'investissement indirect ou de la pierre papier, ben là, on a eu des vraies corrections. Et si vous regardez en mars 2023 à peu près, on a une SCI qui s'appelle Primonial Capimo, qui a dévissé de 3 ou 4 %. Bon, à force de discuter avec Franck, avec les gens de chez qui gèrent Primonial Capimo, d'autres experts, on dit bah oui, en fait, c'est une correction normale, naturelle. Comme les gens doivent payer plus cher leurs emprunts, il y a un effet direct sur les prix de l'immobilier. Donc, on revalorise le parc, on revalorise les valeurs de la part de Primonial, -3, -4 points. Je me dis, bon, ok, bon, on n'aura pas de rentabilité pour cette année, c'est pas la fin du monde. En revanche, quand je vois ce qui se passe, alors là, c'est mis après septembre, mais dans le courant de l'été, il y a eu entre 20 millions et 60 millions d'euros de transactions par semaine, de transactions à la vente, évidemment. C'est pour ça que vous voyez ce grand trait qui descend d'un coup. C'est une falaise, c'est un précipice en septembre. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que Primonial, qui est un fonds qui pèse 7 milliards d'euros, donc c'est pas un petit truc, hein, ce sont des gens sérieux, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années, bah, tout simplement, face à plein de gens qui peut-être ont suivi la foule, ils se sont dit: «Ouh là là, ouh là là, ouh là là, j'ai peur, ouh là là, ça va se casser la figure. Ah bah tiens, machin qui vend, puis ça vend». On se met tous à vendre. Donc là, tout le monde se met à vendre et au final, on contribue à faire chuter la valeur, d'une action en l'occurrence ou d'une part. Là, ça s'explique encore plus naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir, heu payer tous les gens qui, «rachetaient» entre guillemets ou payer tous les gens qui avaient acheté des parts, et bah, il a fallu revendre des actifs. Et donc bon, c'est un peu plus complexe, hein, l'explication technique est un peu plus complexe, mais en gros, il y a 800 millions d'euros qu'il a fallu, provisionner, puisqu'il va falloir vendre, et donc tout ça fait que la valeur liquidative de la part, bah, elle chute d'un coup. Alors moi, je considère que c'est pratiquement une opportunité. Ça veut dire qu'à mon avis, il va pas falloir tarder à aller en acheter. La question, c'est à peu près quand? Est-ce qu'on va encore avoir -3, -4? On ne le sait pas. Allez, je ne vais pas plus loin, là-dessus, pour pas vous faire mal à la tête pour ceux qui seraient les moins expérimentés sur le sujet. Mais globalement, voilà la mini analyse technique et du fait que, bah, quand on suit la foule, il y a un effet d'entraînement et on contribue, finalement des fois à sa perte. D'ailleurs, des gens attendent, hein, les effets de foule pour pouvoir racheter derrière. Vous avez aussi une autre erreur, qui est de consister à chercher le bon moment à tout prix. C'est un petit peu ce que je disais juste avant. Je vous disais, bah, peut-être qu'il va falloir en racheter du Primonial, mais je ne sais pas quand. Et à un moment donné, quand on passe sa vie à essayer de chercher le bon moment, bah, on n'y va jamais. On peut risquer de ne jamais y aller. Et là, vous avez un graphique qui est super intéressant, qui montre finalement quelqu'un qui a cherché à investir. Alors, pour la petite histoire, c'est une étude qui a été faite par Amundi. Amundi, donc, qui est un gestionnaire de fonds, et qui nous a fait une comparaison à l'époque entre un investissement alors progressif en réalité, c'est-à-dire mettre, c'était 100 € d'abord et puis 30 € tous les mois, par rapport à quelqu'un, qui allait mettre, 2 980 €, donc ce qui correspond peu ou prou à la somme cumulée, entre celui qui voulait en mettre en une seule fois et ceux qui voulaient le mettre en plusieurs fois, pendant plusieurs années. Et ben, on s'aperçoit en réalité que finalement, celui qui gagne toujours, même quand on est arrivé à un moment où les marchés étaient baissiers, où les marchés se sont cassés la figure, et ben, on s'aperçoit que celui qui gagne, sur le long terme, c'est celui qui place de l'argent régulièrement sur un temps suffisamment long et dont il n'a pas besoin. Ça, c'est super important parce que c'est quand il faut le reprendre que, comme par hasard, c'est toujours au moment où les marchés vont pas bien. Ce que me disait une personne que j'ai eue ce matin au téléphone, que l'on ne suit pas, en tout cas encore aujourd'hui, qui me disait: «Bah, pas de bol, placer de l'argent en février 2021, boum, ça s'est cassé la figure. J'en ai eu besoin d'une partie pour acheter un petit peu l'appartement de ma mère. Bon, eh ben, j'ai acté là, pour le coup, la moins-value et donc la perte». Donc c'est ce qu'il faut, retenir. Je regarde s'il y avait d'autres éléments à vous donner. Voilà, je vous ai donné l'essentiel, parfait. Vous avez un autre élément. Maintenant, on va parler des trois principaux facteurs psychologiques qui guident nos mauvaises décisions ou nos bonnes décisions aussi, parce que c'est pas que des mauvaises décisions. Je pense que quand on doit traverser la route, et qu'on entend un bruit sourd, heureusement que notre cerveau reptilien est là pour nous dire: «Attention, stop, il y a un danger potentiel imminent, on ne bouge plus». Mais là, on parle de finances et de finances comportementales. Donc il y a un facteur très connu, vous le savez, le fameux cerveau reptilien, qui est la peur de perdre. Et la peur de perdre est toujours supérieure à la possibilité de gagner. Ça, c'est quelque chose qui a été vérifié. Je vous invite à réagir d'ailleurs, hein, dans les commentaires si vous le souhaitez. Alors, si je rentrais un tout petit peu plus dans le détail, en finance comportementale,
Là, j'ai un peu extrapolé la notion de biais, de la peur de perdre, parce qu'en finance comportementale, on va considérer qu'au contraire, l'aversion pour la perte, c'est la capacité pour quelqu'un à se dessaisir d'une valeur qu'il a achetée, qu'il a payé un certain prix, et comme il ne veut pas la perdre parce qu'il se dit: «Je vais acter ma perte», bah, du coup, il reste campé sur ses positions. Là où au contraire, il faudrait peut-être accepter à un moment donné, peut-être de solder une position en ayant un raisonnement logique, une analyse logique, plutôt que de dire: «Je vais la garder parce que moi cette valeur je l'ai payée 280 € la part, là elle est à 260, je suis désolé, je la garde jusqu'à ce qu'elle reprenne des couleurs pour ensuite la jeter». Il y a peut-être d'autres choses à faire. Alors que l'aversion pour la perte, à un moment donné, c'est de se dire: «Bah, j'ai par exemple pas envie de solder une valeur qui ne rapporte que 3 par an, pour aller vers une valeur qui potentiellement pourrait rapporter 7 parce que les 7 ne sont pas garantis versus les 3 sont garantis», par exemple. Donc voilà comment on peut l'interpréter. On a également, faut pas confondre non plus l'aversion pour la perte avec l'aversion au risque, qui est encore autre chose. Autre biais cognitif, alors c'est assez amusant d'ailleurs parce qu'il prend 2. Alors c'est un biais cognitif en l'occurrence et c'est un facteur psychologique, voilà, qui est, qu'on pourrait d'ailleurs mettre avec l'aversion pour la perte, qui est la cupidité. Alors on pourrait dire que c'est un des 7 péchés capitaux. D'ailleurs, moi je me suis amusé à vous remettre l'avare, si vous l'avez vu, qui illustre assez bien la chose. La cupidité, c'est à la fois être avare et pas vouloir se dessaisir de ce qu'on a, qui rejoint un peu l'aversion pour, se dessaisir et la perte, et à la fois, la volonté de peut-être de faire les choses toujours pour l'argent et toujours pour gagner. Et puis le troisième élément que je trouve, assez intéressant, qui rejoint, bah, je vous l'ai renommé tout à l'heure, une des erreurs. Merci Franck. Et l'autre élément qui arrive là, alors c'est le fameux le comportement moutonnier qui rejoint un peu, qui va avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec, suivre la foule. C'est exactement ça, donc il y a cette image assez humoristique, hein, je vous laisse la lire, agrandissez votre écran si vous ne le voyez pas très bien, où on voit, des gens qui entendent juste un bruit, une rumeur, Excel, puis Excel devient sell et sell égale vendre, hein, en anglais, on l'aura compris, et donc tout le monde comprend qu'il faut vendre, 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 et puis vous avez la même chose avec, goodbye, et le goodbye devient buy et il faut acheter, acheter, acheter. Et là, les gens, alors on parle de comportement moutonnier ou de comportement grégaire, les deux se rassemblent. La définition officiellement du comportement, grégaire, c'est une tendance qui pousse les êtres humains à vivre en groupe ou à adopter un même comportement. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve dans la nature aussi, parce que la nature a, elle aussi, tendance à reproduire, certains mécanismes. Et quand on prend l'effet moutonnier, bah, c'est le fait d'agir comme les autres et de prendre la même décision. C'est une notion très simple, hein, on appelle ça également le mimétisme ou la preuve sociale. D'ailleurs, on le mettait, voilà, retour aux sources, le mimétisme consiste pour un animal ou un végétal en l'imitation de son environnement. Voilà, et nous n'échappons pas à la règle, pardon, puisque nous sommes des animaux sociaux. Donc là, faisons très attention. Il y en a plein qui vont dire: «C'est la cata, faut tout vendre». Bah ouais, c'est la crotte. Là, en plus, en Israël, il se passe plein de choses. Au secours, vendez tout! Bah, croyez-moi, mes amis, il y en a un tas qui vont s'empresser sont très contents que nous vendions, nous petits, porteurs parfois, justement parce que les gros porteurs se mettent sur le côté, attendent que tous les petits porteurs cèdent pour eux, justement, acheter en masse et faire de bonnes affaires. Sur ce, passons maintenant à quoi? Aux 7 techniques? Ouais, les 7 techniques. On va essayer de retrouver un peu le comment est-ce qu'on peut retrouver le contrôle, reprendre le contrôle de notre cerveau logique? Le troisième cerveau, rappelez-vous, c'est le cerveau, le fameux néocortex. Malheureusement, le néocortex, il a la parole, il n'est écouté que lorsque le reptilien et le cerveau limbique, donc celui qui est responsable de nos énergies et nos organes vitaux, et puis celui qui est responsable des émotions, ont donné leur feu vert au cerveau logique. Et donc là, pour le coup, on commence à l'écouter quand on a géré nos peurs, nos émotions, etc., et qu'on a confiance. Donc là, la première technique, à mon sens, vous savez, c'est comme si vous étiez en face d'un serpent. Il y a 2 cas, il y a celui qui connaît bien le monde des serpents, qui a étudié les serpents et qui est capable de me dire: «Arrête d'avoir peur, c'est une couleuvre, au pire, elle va se retourner, elle va te mettre un coup et puis, elle va te mordre, mais il y a pas de venin». Et puis il y a celui qui dit, celui qui connaît pas, il se dit: «Au secours, ça se trouve, cette bête-là va me piquer, m'envoyer du venin et je vais mourir». Et ouais, ça c'est toute la problématique. C'est à chaque fois, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc la première re technique, à mon avis, c'est d'investir dans notre éducation financière. Moi, je vous recommande un livre basique qui s'appelle «Père riche, père pauvre», hein, alors il est basique, certains me diront: «Ouais, il est trop basique Thierry», mais déjà commençons par ça pour certains d'entre nous. Vous pouvez également,
aller sur des formations qui vous aident à investir dans des actions à dividendes, par exemple, il en existe pas mal, et puis des formations pour investir dans votre premier bien immobilier. Moi, ça me plaît bien d'avoir des gens qui ont déjà un premier niveau de formation parce qu'on gagne du temps au final, puis on évite parfois certaines émotions qui viennent un peu nous perturber. Autre chose, deuxième technique, on peut les cumuler, hein, évidemment. On écrit ses objectifs. Même si des fois, c'est pas si clair que ça ou on trouve nos objectifs un petit peu trop audacieux. Je discutais tout à l'heure avec une jeune femme. Elle me disait: «Bah, voilà, un de mes objectifs, c'est, d'avoir des revenus complémentaires». J'ai dit: «OK, Sabrine», Sabrina, on peut donner son prénom parce qu'il est suffisamment commun pour ne pas la reconnaître. Je dis: «Sabrina, OK, très bien. Maintenant, vous voulez combien et à quel âge?» Elle arrive à me donner un chiffre, ce qui est pas évident. Elle me dit l'âge aussi. J'ai dit: «OK, mais pourquoi?» Et là, quand on arrive à établir un plan financier avec justement des vraies raisons, on se donne une chance on se donne une chance, comme disait dans La Vérité si je mens, on donne sa chance au produit. On donne une chance de peut-être atteindre notre objectif. Alors j'ai des références qui ne sont pas les plus intellectuelles, je suis désolé, mais on ne se refait pas, messieurs, dames. Donc on a un plan avec des objectifs. Troisième élément, très important, on se fixe des règles et on essaye de les tenir le plus possible et c'est là où c'est pas facile. Parce qu'on peut tous, se laisser embarquer par le syndrome de l'objet brillant. J'ai un copain qui me parle des, NFT. Ah bah, j'ai envie d'essayer. J'en ai un qui me dit: «Ah, fais de l'achat-revente en immobilier». Ah bah tiens, je vais essayer, ça a l'air vachement bien. Tiens, achète telle action, c'est vachement bien. Ah bah, je vais acheter ça aussi, tu as raison. Puis à un moment donné, c'est du grand n'importe quoi. Alors le mérite, c'est qu'on a fait des choses, mais par contre, on a fait n'importe quoi. Donc l'idée, c'est on établit des règles claires par rapport à des objectifs clairs et on s'y tient. Si ma règle pour ma part, c'est de dire: «Je veux faire de l'investissement immobilier longue durée», je fais du longue durée. Si c'est de la courte durée, je fais de la courte durée. Si j'ai décidé de faire un mix, je fais un mix, très bien, mais je vais éviter de mixer l'achat-revente, de la longue durée, de l'action, enfin bref, de faire un tas de choses. Ou alors, en tout cas, je me fais accompagner régulièrement parce que là, il va me falloir un deuxième cerveau pour respecter les choses. Autre chose, autre règle que je trouve assez intéressante et je vais vous donner, là, il faudra la noter parce que, à moins que je puisse l'attraper là, ouais, on a du bol, je vais pouvoir faire un copier-coller. Hop, contrôle C. Je vais vous livrer un dicton qui peut vous aider, parfois dans la panique, à prendre quelques décisions, qui peut nous aider à prendre des bonnes décisions parce que je me mets dedans comme vous. L'idée, c'est de nager à contre-courant. Alors avant de nager absolument à contre-courant, parce qu'on s'est dit qu'il fallait nager à contre-courant, c'est de se dire: «Ils vendent? Ah, ils vendent tous, ça veut peut-être dire qu'il faut que j'achète. Ah, ils achètent tous? Eh, attends, ça veut peut-être dire qu'il faut que je vende». C'est ça l'idée et il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, je m'en mêle toujours les pinceaux quand j'essaie de la retranscrire, donc je vous la mets dans le chat et ça, c'est quand j'étais, il y a très longtemps, dans une grande compagnie d'assurance. Il y a une autre expression que j'ai pas retrouvée, que je trouvais sympa, mais c'est celle-ci. Il faut acheter au son du canon, en clair quand c'est la guerre, pardon pour l'image, mais c'est un peu ça, acheter quand ça va mal et vendre quand ça va bien. Avec cette problématique, c'est que quand ça va bien, on n'a pas envie de vendre parce qu'on est peut-être aussi toujours attiré par ce fameux appât du gain, qui peut être un piège. Donc, par exemple, hier, j'en parlais avec Franck qui est avec nous, j'ai dit: «Bah, j'en ai profité, tiens, j'ai vendu les positions sur lesquelles j'avais, du bénéfice». Parce qu'il dit: «Bon allez hop, je ramasse mes bénéfices». Donc voilà une petite phrase qui peut vous aider. On achète au son du canon et on vend au son du violon. Si vous n'aimez pas le violon, vous prenez un autre truc. Moi, ma femme a fait du violon, j'aime pas le violon, mais j'aime ma femme. Alors, autre élément, technique numéro 5, automatiser les décisions. Alors là-dessus, il existe des outils. Moi, je vous invite à utiliser déjà des outils qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble si vous ne voulez pas travailler avec un indépendant comme nous, mais pour ceux qui veulent faire les choses tout seuls, et même ceux qui travaillent avec un indépendant, ce qui est mon cas, je recommande à certains de mes clients d'utiliser un agrégateur de patrimoine. Et ça vous permet d'avoir des fois d'avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble de votre patrimoine et de voir des fois très vite là où on est en plus-value, là où on est en moins-value, etc. Donc là, outil d'agrégation. Également autre chose, automatiser vos épargnes et vos investissements. On l'a vu tout à l'heure, c'est les fameux abonnements d'épargne. Je dis: «Je mets 100 € tous les mois», avec un appui, si possible, technique pour savoir dans quoi je les mets et à un moment donné, j'arrête d'y réfléchir, c'est parti. J'y mets, je pense à David, Élodie, des gens que j'accompagne, la moyenne nationale, c'est 16 d'épargne, par rapport à nos revenus. OK, bah, dès que le revenu rentre, on épargne 10 boum et on arrête de réfléchir. Ça peut être une utilité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Stéphane qui lui a mis en place une option, il dit: «Moi, je réinvestis toutes mes plus-values». Il a peur d'aller sur ce qui bouge un peu trop fort, là, dans les unités de compte qui bougent, qui sont un peu trop dynamiques, mais il dit: «Par contre, ce que je gagne sur des placements à peu près tranquilles, sécures, ça, je me suis fait une règle, je réinvestis tout.
sur des placements un peu plus spéculatifs ou un peu plus volatiles. Alors, l'autre technique, la number 6, on regarde régulièrement son patrimoine, si on est capable de gérer ses émotions. Pareil, cette jeune femme que j'ai eue ce matin me disait, parce qu'elle a placé en février 2021, c'est tombé depuis, donc elle dit sur le coup, «Ah j'étais super vexée», elle me dit: «En fait maintenant ça va» et elle me dit: «J'ai fait un truc, je me suis dit: "Bah, de toute façon j'arrête de regarder, j'avais dit que c'est pour 10 ans, je suis bien suivi, le gars m'appelle, régulièrement donc allez j'en ai pas besoin, ça va pas changer ma vie, enfin quand au sens propre du terme, ça va pas changer ma vie». OK. Pour autant, quand on a réussi à faire ce travail-là et qu'on est capable de regarder froidement avec son cerveau, logique ses placements, eh ben, il faut quand même aller regarder régulièrement, ne serait-ce que pour arbitrer ses plus-values. Si on n'a pas un outil qui permet de le faire automatiquement, et malheureusement tous les placements ne permettent pas de le faire, alors il faut aller regarder régulièrement et on peut se mettre une règle. Moi, pour ma part, je fais un point, je m'astreins à y aller à minima entre décembre et janvier. À minima pour moi, sachant que les clients, on les voit à un minima tous les 2 ans. Et ils reçoivent tous un mail au moins tous les ans pour aller regarder. Et puis la technique numéro 7, facile à dire, pas facile à faire, décider froidement. Après échange avec un CGP I, j'ai bien insisté sur le I de indépendant. Alors, je suis pas complètement objectif, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire, et je l'ai été dans ma vie, quand vous êtes représentant d'une compagnie, et cetera, même si vous êtes le mieux veillant possible, c'est quand même plus compliqué d'être complètement objectif dans le choix de vos supports, dans le choix de vos produits, versus quelqu'un au statut de courtier notamment, qui peut le choisir plus simplement ou avec une plus grande indépendance par rapport à tout réseau. Pourquoi finalement on doit reprendre le contrôle de nos décisions financières? Parce que je pense que lorsqu'on a une famille ou pas d'ailleurs, peu importe, des gens autour de nous, quand on a travaillé toute sa vie et qu'on travaille tous les jours pour créer, pour consommer au quotidien, pour vivre au quotidien, mais aussi pour construire son avenir, ses revenus futurs, face à un avenir incertain quand même, économiquement, sur le plan également des retraites, par exemple, sur pas mal d'éléments, on ne sait pas où on va. Bah, d'avoir construit sa liberté financière, son indépendance financière, ça va nous permettre de nous protéger d'un avenir économique incertain. Ça va nous permettre aussi, bah, peut-être, inculquer des valeurs aux plus jeunes qui sont autour de nous et leur inculquer les règles de l'éducation financière, de la liberté financière, pour les amener à cette autonomie financière et puis pour vivre à peu près un peu plus tranquillement avec une certaine quiétude, avec une certaine sérénité. Je vais vous mettre tout de suite pour vous, en bonus, puisque vous êtes encore tous là, d'un outil que j'ai créé pour vous. Alors à une époque, il y a encore j'ai cherché un outil indépendant, neutre, qui permette de calculer ou de connaître son profil d'investisseur, sa sensibilité, comme on dit. Et j'en ai pas trouvé, j'ai peut-être pas assez cherché. J'en avais trouvé un par l'autorité des marchés financiers, mais au Québec. Je l'avais donné à une dernière conférence. Et là, du coup, j'en ai créé un qui va d'ailleurs servir, Franck ira regarder si ça t'intéresse, qui va servir à mes clients actuels et futurs. Je vous l'ai mis dans le chat, je regarde, c'est ça, il y a un lien. Donc c'est un document Google que je vous invite à remplir et qui va vous permettre de savoir justement quelle est votre sensibilité. Est-ce que vous êtes plutôt sécuritaire? Est-ce que vous êtes plutôt un prudent, un équilibré, un dynamique, un offensif? Et si je vous connaissais un petit peu mieux, j'avais eu d'autres images à un moment donné. Alors j'avais pris des références avec le sport, différents sports. J'avais dit: «Est-ce que si j'étais surfeur et que j'allais surfer, là où il y a des requins, est-ce que je suis plutôt en mode pétochard?» Donc qui serait mon sécuritaire, mon prudent, qui serait mon échaudé, et puis après mon équilibré, et cetera, et puis jusqu'à mon téméraire et mon casse-cou, qui seraient les 2 derniers profils. Mais sinon, est-ce que je suis plutôt piou-piou? Est-ce que je suis plutôt ourson? Est-ce que je suis plutôt première étoile, troisième étoile? Et puis, flèche, non, c'est même les flèches n'existent pas, étoile d'or. Voilà, je vous laisse trouver ce qui vous va le mieux, mais vous pouvez comme ça faire le test et découvrir qui vous êtes en théorie. Encore une fois, j'insiste sur le mot théorie. Parce que c'est une fois qu'on a commencé à investir et qu'on a vécu ses premiers soubresauts qu'on se découvre qui on est vraiment. Et c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne au tout début. Je dis voilà, pendant 2 3 ans, vous allez me jauger, vous allez me juger, mais je vais aussi vous jauger et vous juger. Et je vais voir comment aussi vous réagissez. Quand ça va bien, aucun problème. Mais quand ça commence à secouer un petit peu, c'est là où je vais découvrir votre vrai profil et votre vraie nature en tant qu'investisseur et en tant qu'épargnant. Et je voudrais vous livrer cette citation donc d'un quelqu'un qui a travaillé sur les biais cognitifs, qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est très connu, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, et qui nous dit voilà, les biais comportementaux, encore une fois, les biais comportementaux, c'est tout ce qui va venir squeezer tous les raisonnements logiques pour nous faire prendre des décisions qui sont sur le principe, très souvent débiles. Les biais comportementaux, c'est comme des mirages sur la route de la prise de la décision.
vous ne pouvez les éviter que si vous êtes conscient de leur existence. Donc, à chaque fois qu'on va prendre une décision en tant qu'acheteur, on va se dire, hop, 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 là, je suis peut-être victime de l'effet de halo. Tiens, c'est un autre effet que j'aime beaucoup, celui-ci. On n'en a pas parlé aujourd'hui. L'effet de halo, c'est un effet qui consiste à dire, j'ai pris une décision une fois d'une certaine manière pour un type d'achat, et ben mon cerveau, voulant faire des économies d'énergie, va continuer à prendre le même type de décision. J'ai l'habitude d'acheter une Peugeot, une 208, et ben quand il va falloir changer de voiture, et ben je vais aller chez Peugeot acheter une 208. Ça peut vous amuser, mais c'est pour ça du coup qu'on travaille beaucoup sur les marques, on met beaucoup d'argent notamment sur les marques, mais pas que. Merci Francky, je ne sais pas s'ils ont de la chance, mais en tout cas, on se casse la tête. Enfin, on se casse la tête. Pardon, on se casse la tête, pas au sens où on souffre, hein, moi j'adore ce que je fais, mais on se pose, et particulièrement sur ces 2-3 dernières années, qui sont des années où ça bouge, j'ai envie de dire, enfin, parce que je n'ai pas connu 2008 dans ce métier, mais je l'ai connu en tant qu'épargnant. Mais c'est vrai qu'on se pose des vraies questions sur comment on peut accompagner au mieux, et notamment dans des périodes de forte inflation, comme c'est le cas là, et des périodes où ça bouge beaucoup, bah, c'est là où on a, j'ai l'impression, je pense, une vraie utilité. Ma question, c'est si ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse de connaître une solution qui vous permet de reprendre le contrôle de vos finances, de pouvoir peut-être donner vie à des projets qui vous tiennent à cœur, qui impliquent à un moment donné du temps et des finances, de pouvoir aussi peut-être vous offrir plus de temps demain sans contrainte financière, en bref, de vivre la vie à laquelle vous aspirez. Si vous êtes là, c'est que vous, sans le savoir, vraisemblablement, c'est quand même un sujet qui vous intéresse. Donc moi, ce que je vous intéresse, je vous fais un cadeau. Vous n'êtes pas très nombreux au final cet après-midi, pardon. On va vous offrir, et je vous offre une session stratégique, vous offrir une session qui va durer entre 30 et 90 minutes, dans laquelle on va évoquer vos propres objectifs financiers, ce que vous avez pu déjà mettre en place, discuter de vos sensibilités, peut-être voir par rapport, transposer votre situation à d'autres cas que nos clients ont vécu. On ne vous dira jamais qui, pour déjà vous donner quelques pistes. Et puis pour les plus engagés d'entre vous, à ce moment-là, j'offrirai l'audit patrimonial complet. Alors pour information, un audit patrimonial, ça a quand même une certaine valeur financière. Et nous, on a fait le choix chez Leader Stratégie de ne pas le facturer parce qu'on a un modèle économique qui nous permet de le faire. Parce que aussi, nous sommes cabinet de formation et que nous avons aujourd'hui des honoraires de formation qui nous permettent de bien équilibrer notre compte de résultats. Donc je vous laisse aller cliquer aux bons endroits. Pourquoi je suis convaincu que c'est vraiment la meilleure des choses à faire? On démarre tout d'abord par un audit avant de pouvoir aller vers ses objectifs. Moi, l'objectif, et en fait, à quoi on peut tous courir des fois après sans l'avoir conscientisé, c'est aller vers la liberté financière. La liberté financière, c'est être heureux de son quotidien, sans contrainte liée à l'argent, être obligé de se lever le matin pour aller changer son temps contre de l'argent. Moi, c'est ce qui m'a permis, très modestement, de pouvoir aujourd'hui avoir une activité professionnelle qui peut se faire de partout dans le monde. D'ailleurs, à ce titre, si certains ont des projets de mutation, de changement professionnel et que ce type de modèle les intéresse, j'en avais jamais parlé dans les conférences jusque-là, mais sachez qu'on forme les gens et je les forme à faire mon métier pour embrasser une nouvelle carrière professionnelle, soit pour compléter leurs revenus, soit pour le remplacer et gérer mieux leurs revenus et leur emploi du temps. Moi, ça me permet aujourd'hui de vivre dans une autre région. Vous aurez reconnu Nice. Quelques témoignages ici de gens qui ont déjà fait ce travail d'audit et ce que cela a rapporté. Vous pouvez les trouver également, ces témoignages, sur le profil LinkedIn, sur notre site internet également, si vous fouillez bien. Voilà ce qu'il en est. Si vous avez l'intention de réserver un entretien, faites-le. C'est vrai que mon agenda est partagé entre la formation et l'audit, donc bah, il est un peu pris quand même, et en novembre, il va être pas mal pris, notamment par la formation. Ce que ça vous permet de faire après, c'est encore une fois d'identifier des leviers personnalisés. Là, on a parlé de généralité, mais des leviers personnalisés, d'avoir un plan d'action, pour le coup, qui est logique et qui n'obéit pas nécessairement aux émotions, et puis de pouvoir choisir vos moyens objectivement, parce qu'on a un deuxième cerveau, en l'occurrence qui sera le mien, et où je vais avancer froidement. Et l'idée, c'est de mettre en place une stratégie rationnelle. L'intérêt de tout ça aussi, c'est de se débarrasser de certaines choses, l'incertitude, on commencera notre vie financière dans 1 an, dans 10 ans. Ça va être quoi les lois qui vont venir, nous embêter ou pas, ou qui au contraire vont favoriser certaines opportunités? Peut-être de nous débarrasser de certains biais cognitifs qui sont relativement ancrés et dont on a du mal à se séparer. On est arrivé à la fin de cet échange. Moi, pour ma part, j'ai tenu ma promesse en termes de timing. Vous pouvez aller aussi sur la chaîne YouTube si vous voulez avoir vous voulez encore un peu plus d'infos. Alors, elle est sur 2 thématiques, hein, sur la thématique éducation financière et puis la thématique également entrepreneuriat pour ceux qui ont des fonctions d'entrepreneur. Mais j'ai tendance à penser que conduire ses finances, c'est déjà une démarche entrepreneuriale. Donc, voilà tout ce que j'avais à partager ce matin avec vous. J'espère que ça vous a été utile. Faites-moi des remarques a posteriori si vous voulez par email. Vous avez mon adresse mail, hein, elle est très simple, je vous la remets là dans le chat.
@mailpro. Tac, tac, voilà, un raccourci, tiens, comme ça permet de gagner du temps. Vous avez l'email pro pour ceux qui voudraient, d'ailleurs me faire un témoignage sur mon fil LinkedIn, par email ou quoi, et puis me poser des questions. Sur ce, si personne ne dit quoi que ce soit, c'est qu'il consent. Ah, madame Queneau, merci. Ce qui est certain, c'est qu'en revanche, je peux vous donner une dernière stat pour ceux qui sont encore là, qui dit qu'une personne accompagnée crée une personne accompagnée et qui s'occupe déjà de ses finances, attention, hein, crée 2,6 fois plus de patrimoine qu'une personne qui n'est pas accompagnée, mais qui s'en occupe déjà. Et alors une personne qui ne s'en occupe pas du tout, là, on est entre 10 et 20 fois plus de création de patrimoine. Merci, cher Arnaud. Merci, madame ou monsieur Queneau, j'ai pas le prénom. Franck, monsieur Languilla, novice dans le domaine, mais tu as ouvert une brèche à exploiter. Avec plaisir, mon cher Arnaud. Je te donne des informations sur un autre sujet, donc avec plaisir. Monsieur Nikou, merci, très clair. Eh bien, écoutez, au plaisir de pouvoir vous accompagner si vous avez des questions. Sur ce, vous allez repartir tous tranquillement. Je vous salue, reprenez une vie normale. C'est un horaire qui convient bien pour avancer sur différents sujets. Je vous dis à très bientôt, que la force soit avec vous, et dans tous les cas, soyez des leaders rares, c'est-à-dire rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.